Salut à tous et bienvenue sur ValetPL TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit partage de réception. Voilà, j'ai reçu des cartes de différents univers, de différents TCG, que ce soit des cartes de jeu, des cartes pas forcément pour jouer, et j'avais envie évidemment de vous les partager. Je vais essayer de packer maintenant toutes les cartes que je reçois, et tous les mois et demi, selon la quantité que je reçois, eh bien je vous proposerai comme ça une petite vidéo réception de mes différentes collections. Au programme du jour, du Flesh and Blood, du Magic, du Sensei Akayu et des cartes Dragon Ball Vintage. Voilà, l'idée c'est pas de séquencer produit par produit pour pouvoir parler à différentes cibles, mais plutôt de vous partager moi ce qui m'intéresse en termes de cartes, et comme ça vous avez un espèce de melting pot de florilège de plein de TCG différents. Première vidéo de réception CCC Grading, et bien vous savez que j'ai eu un Arcanite Shard CCC Grading qui est revenu Black Label. Et donc le Black Label, ça veut dire que tous les subgrades ont eu 10 sur 10 de partout. Et en fait, je me retrouve avec ce Gold Label parce que j'ai un collectionneur, un gros collectionneur, David K notamment, qui est un créateur de contenu aussi sur YouTube, qui m'a proposé, lui étant fan et recherchant des pièces très rares, des pièces de collection, qui a proposé du coup de m'échanger mon Black Label contre son Gold Label et une certaine somme d'argent que je tairrai parce que si jamais il veut divulguer le montant, il le fera lui-même. Mais une très belle offre, une très belle enveloppe que je n'ai pas pu refuser. Et ça m'a permis justement de pouvoir financer la plupart des cartes que l'on va réceptionner aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous raconter un petit peu cette histoire. Maintenant dans ma collection, je n'ai plus le Arcanite Shard Black Label, mais le Gold Label. Alors, première carte dont on va parler aujourd'hui. Le petit îlot ardent, voilà, j'en avais qu'un. Maintenant, les decklists Temurino en jouent deux. Donc, j'avais besoin d'upgrader mon deck pour pouvoir jouer le deuxième îlot ardent. C'est le 25e land. Maintenant, Temurino est passé à 25 lands pour pouvoir jouer notamment des Murktide. Bon, voilà, il y a une liste qui a été pas mal mise en avant, notamment par le champion du monde en titre, Nathan Steuer. Et on veut une copie supplémentaire de ce land-là. Donc, j'ai pris des petites cartes qui vont pouvoir rentrer dans ce deck Temurino, que je me ferai une joie de ramener au Commander Fest si jamais vous voulez venir m'affronter, bien évidemment. Contrefort boisé, voilà, j'avais la plupart de mes fetch en carré, mais je n'avais que 3 contreforts boisés, ce qui fait qu'à chaque tournoi moderne, je devais quémander APL qui me prête son fetch de Commander. Voilà, maintenant au moins j'ai mon 4ème et je suis plutôt content. Les fetch Cans of Tarkir sont un peu moins chers que les fetch Carnage, donc ça fait plaisir. Ça pour l'instant c'est des réceptions de cartes de jeu. Dernière carte de cette réception Magic, pareil, la Force of Vigor, j'en ai 3 dans mon side, il en faut 4, c'est une des cartes déterminantes des match-up en moderne, et j'avais besoin d'avoir la 4ème dans mon side de Temurino pour pouvoir m'adapter aux différents jeux qui joueraient des artefacts ou des enchantements. Voilà, très jolie carte cette Force of Vigor, très sympa, j'en ai une... Ah non, je l'ai plus, j'ai eu une qui brille, mais ce n'est plus le cas. On passe maintenant à du Flesh and Blood. Et j'ai récupéré une jolie légendaire. Alors les légendaires, ce sont donc du coup les plus hautes raretés que vous pouvez dropper, vous le voyez ici, dans Flesh and Blood. À part les fab bien évidemment. La plupart du temps, 90% du temps, ce sont des stuffs, donc des équipements que vous allez pouvoir mettre à votre héros dès le début de la partie. Et c'est un stuff ici qui est sorti d'un Outsider, qui est un des derniers sets. La carte n'était pas très chère, et dans le doute, avant que cette carte légendaire soit jouée, eh bien j'ai décidé de l'acheter au préalable. Hop là. Alors oui, j'adapte mon side malgré l'arrivée de Lord of the Ring, qui est censé être un set moderne, parce que pour l'instant, des spoilers et des reveals que l'on a eu, le nouveau set n'a pas l'air d'avoir un impact très marqué sur le moderne. Donc ouais, je vais continuer à jouer Temurino, et je suis pas certain que Lord of the Ring vienne bouleverser le metagame du moderne. Allez, on passe encore sur une carte Flesh and Blood, et ici je vous présente la ruche de pestilence. Je vais la sortir du top loader pour que vous voyez un petit peu la beauté de la carte. Voilà, je vais quand même la garder sous sleeve, c'est une carte qui a quand même une belle valeur. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui n'est non pas de rareté légendaire, mais légendaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez en avoir qu'une seule dans votre deck. Par contre, cette petite rareté là, qui est représentée par un losange, eh bien ça veut dire que c'est une fable, une carte fabuleuse, que vous avez à peu près une chance sur 40 boîtes de tirer. Alors évidemment, je ne l'ai pas tiré, hein. Moi je n'ouvre pas ces cartes-là dans mes boosters, en tout cas je n'ai pas cette chance-là. Mais voilà, je l'ai acheté sur Card Market, elle était plutôt à un bon prix.
Et c'est une carte qui, malgré son état de fable, qui devrait normalement être plutôt une carte de collection et pas tellement une carte jouée dans les decks méta, eh bien commence à voir un peu du jeu dans le deck Usuri, qui est un vrai bon deck du format de Flesh and Blood. Voilà, très très jolie carte. On continue sur mes réceptions. Alors pour ceux qui suivent mon format sur la carte du jour, vous avez déjà connaissance de cette carte-là, parce que c'est notre ami le Bravo Marvel, Bravo le Flamboyant, donc du coup qui est un héros de Flesh and Blood. Alors il faut savoir qu'il est en Cold Foil, qui est le foil spécifique des plus grosses cartes de collection de Flesh and Blood. Toute carte éditée en Cold Foil une fois ne sera jamais rééditée en Cold Foil deux fois. Ça, c'est ça qu'il faut savoir, c'est une protection pour les collectionneurs, une espèce de réserve liste dès le début du jeu. Et par contre, ce qui est un peu spécial, c'est qu'au-delà d'être Cold Foil, eh bien en fait c'est une Marvel. Et son état de Marvel lui confère un dos entièrement full art Cold Foil. Ça, c'est vraiment des cartes de fou. C'est des cartes dont on estime la population dans chaque langue à 200 ou 300 exemplaires. Donc il y a très très peu de cartes Marvel comme ça. Elles ont été offertes à tous les pays européens qui ont soutenu le jeu quand le jeu n'était pas en multilangue. C'est-à-dire qu'en gros, pendant le set de réimpression qu'on appelle HP1, eh bien l'HP1 américain, anglais, lui n'avait pas de Marvel. Par contre, pour le HP1 français, le HP1 espagnol, le HP1 allemand et le HP1 italien, eh bien ils ont caché ces cartes-là que vous pouviez ouvrir à peu près toutes les 8 boîtes dans les boosters pour inciter ces pays et pour les remercier d'avoir soutenu le jeu pendant tout ce temps. Voilà, vraiment une carte d'exception, quoi. On passe sur mon petit guilty pleasure du moment. Senseiya Kaiju. Je vous ai montré beaucoup de Naruto Kaiju, mais il faut savoir qu'il y a aussi Senseiya qui a sorti sa première wave il y a déjà quelques semaines maintenant. Et lors de cette première wave, vous pouviez trouver des UR, donc les versions UR des Chevaliers d'Or, mais vous aviez aussi des versions alternatives qui sont des UR numérotés. J'ai récupéré la UR numérotée de mon signe astrologique qui est le Cancer. Je vous laisse apprécier ça, c'est du plus bel effet, hein. Donc on est sur 10 masques qui, je vous l'accorde, n'est pas le Chevalier d'Or le plus impressionnant ou le plus apprécié de la licence ou de l'animé. Alors déjà, il y a beaucoup de respect qui a été mis sur son nom quand c'est Manigoldo du Cancer dans Lost Canvas qui portait l'armure. Mais pour 10 masques, je lui trouve au moins à minima un certain charisme, un certain style, voire même peut-être la plus belle armure des Chevaliers d'Or. Donc voilà, et vous pouvez le voir en fait. L'idée, c'est que la carte est numérotée 304 sur 666. Ça veut dire qu'il n'y a que 666 exemplaires de chaque Chevalier d'Or présent dans le monde. Alors ça, pour tous ceux qui ont plus de 30 ans ou 40 ans, c'est juste le Graal absolu. Les cartes sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez tous les jeux de lumière. C'est fantastique. Pareil, j'ai présenté cette carte dans la carte du jour. Alors là, on commence à arriver sur des cartes vraiment exceptionnelles. Ma collection de cœur, vous savez si jamais vous me suivez depuis longtemps que je collectionne le Dragon Ball Z Vintage. Donc toutes les cartes éditées dans les années 90, que ce soit par Bandai ou par le concurrent Hamada. Je suis très fan notamment de Bandai avec les Cardass. Et il faut savoir que les Cardass japonaises, notamment les Super Battle et les Cardass Ondan, ont été aussi traduites en français dans des séries particulières. Et pour le marché français, ils ont rajouté ce qu'on appelle des cartes spéciales, des hors-série et des spéciales flash qui n'existaient que pour le marché français et pas pour le marché japonais. Et donc notamment les Super Battles japonaises, traduites en Le Grand Combat en France, eh bien avaient ces fameuses cartes hors-série. Je vais vous enlever le top loader, vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc cette carte-là, c'est une Cardass Le Grand Combat de la partie 5, qui donc du coup réédite la part 15 des Super Battle en français, sauf qu'au Japon, ils n'avaient pas cette carte. Et vous pouvez le voir derrière, hors série, Dragon Ball Z, 1996, avec le Super ici, que les cartes japonaises n'ont pas. Et évidemment, il n'y a pas Made in Japan, parce que les cartes, bien qu'elles ont dû être produites au Japon, ou j'en suis pas persuadé, mais
n'ont pas ce mot-là. Ça, c'est vraiment des cartes de fou. Et en plus, elle est dans un état mint. Elle est parfaite. Il faut savoir que ces cartes-là ne peuvent plus sortir de booster. Il n'y a quasiment plus aucun booster en circulation. À la fin des années 90, quand la licence Dragon Ball est partie du Club Dorothée et qu'elle a commencé à tomber un peu en désuétude, eh bien tous les stocks d'invendus Bandai, notamment des Cardass Grand Combat, eh bien, ont été ou envoyés à la destruction ou envoyés dans les pays de l'Est. Donc certains pays de l'Est ont peut-être encore un peu de stock, mais globalement c'est très très difficile d'en trouver. Il y a des rumeurs qui disent que ça a été envoyé en Hongrie. Il y a des gens qui ont fait tous les tabacs et toutes les presses de la France pour essayer de retrouver ces cartes-là qui maintenant ont une grande valeur grâce à la nostalgie. Donc globalement, ces cartes-là dans cet état-là, ça va être très difficile d'en retrouver parce qu'il est très peu commun de pouvoir ouvrir des boosters de cette époque-là. Donc voilà, si jamais vous avez ça dans vos greniers, bien sortez vos classeurs. Vous avez probablement 2-3 pépites qui dorment, quoi. Exceptionnel. Alors celle-là, c'est la HS de la part 5. Ça vaut dans cet état-là, peut-être 60-70 euros, ce qui est quand même assez cher pour des cartes dont tout le monde se fichait au début des années 2000. Par contre, il y a une part qui a été beaucoup moins éditée, c'est la part 3 qui réédite du coup la part 13 des Super Battle. Et donc du coup, comme la part a été beaucoup moins présente et beaucoup moins vendue sur le marché français, eh bien il se trouve que la hors-série de cette part-là est beaucoup plus difficile à trouver et coûte évidemment beaucoup plus cher. J'ai eu la chance, notamment grâce à ce super deal que j'ai fait avec David K, merci à lui, de pouvoir trouver cette carte-là que je cherchais depuis longtemps. Même si j'en vois passer de temps à autre sur des groupes Facebook de collectionneurs, je ne me résolvais pas à acheter cette carte parce que son prix est conséquent. Mais voici la HS, part 3, des Cardass Grand Combat, dans un état que l'on appelle TBE, donc très bon état. On n'est pas sur du mint, mais on est quand même sur un état exceptionnel. Avec Végéto, Goku Vegeta. Ça, c'est des cartes donc dédiées au marché français, que même les Japonais et les Hongkongais qui sont très collectionneurs de Dragon Ball nous envient. C'est-à-dire que des cartes comme ça, il y en a dans des boosters qui ont été détruits, dans des pays de l'Est, dans les collectionneurs, dans les collections des collectionneurs en France, dans les collections des Hongkongais et des Chinois, et dans les collections des Japonais. Mais ça veut dire que du coup, il n'y en a quasiment pas qui circulent. La population de cette carte-là doit être extrêmement faible, et donc du coup, c'est extrêmement difficile de se les procurer. Donc voilà, hors série Dragon Ball Z 1996. Ça, c'est vraiment emblématique de l'enfance. Hein. C'est ce que vous pouviez trouver dans les cours de récréation au début des années 90. Quand tu dis plus cher, pour te donner un ordre d'idée, Penguin, ça vaut 70 euros. Ça, dans cet état, ça doit tourner aux alentours des 400 euros, je pense. J'ai eu la chance de la payer moins cher, mais c'est à peu près ce que ça doit valoir. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure le prix d'une UR numérotée comme ça. Moi, j'ai réussi à avoir celle-là pour 120 euros, mais il me semble que ça doit tourner aux alentours des 140. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous présenter ça, ce sont encore une fois des cartes d'exception. À l'époque au Japon où Bandai éditait donc du coup les fameuses Cardass, notamment les Cardass Ondan, elles sortaient dans ce qu'on appelle des vending machines, donc vous mettiez une petite pièce dans le mécanisme et vous aviez une petite carte à la tirette, et tous les 15 cartes, je vous dis une bêtise, eh bien vous aviez une prisme, pardon. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle des special cards ou des limited cards. Alors les special cards, elles étaient cachées dans certaines extensions, notamment encore une fois pour le marché français par exemple, mais il y avait aussi ce qu'on appelle des limited cards, donc c'est-à-dire des cartes dont la production a établi un nombre défini de cartes, et ces cartes-là, elles étaient souvent distribuées lors des conventions, que ce soit des Jump Fiesta ou alors des conventions liées à Dragon Ball, et vous pouviez notamment les avoir en participant à des loteries sur place. Et donc il faut savoir qu'il y a des limited qui sont extrêmement connus dans l'univers des Cardass Ondan, qu'on appelle les limited 6000. Ça veut dire qu'il n'y a que 6000 exemplaires de ces cartes-là dans le monde. Elles sont sorties en 1994, donc laissez-moi vous dire que probablement que leur population ont bien baissé entre les gens qui les ont juste perdues, voire détériorées. Et donc j'ai
réussi à en récupérer 3 pour l'instant sur les 5. Voilà, il y a 5 limited 6000. Dédicace d'ailleurs à Bruno s'il passe par là. C'est un collectionneur qui est bien connu sur les groupes Facebook, qui fait beaucoup de ventes sur les groupes et qui est très sérieux. Donc je vous montre ces cartes-là. Pareil, dans un état. Et c'est pour ça que je tenais à en faire une vidéo. Mint. Voilà. Ce sont des cartes qui ont 30 ans, littéralement 30 ans, qui étaient distribuées en convention, qui sont donc du coup difficilement trouvables, qui ont une population définie, et qui sont dans un état parfait, et qui reprennent bien évidemment, parce qu'on est vraiment là pour le kiff, des visuels de couverture de tome, des visuels de Toriyama. Ça c'est la numéro 1. Je vous présente du coup la numéro 2. Vous allez voir, exceptionnel. Donc on est sur la même maquette que les Cardasson Dan, pour ceux qui voient très bien de quoi je parle. Magnifique, hein, pareil, l'état est exceptionnel. Il faut faire attention avec ces cartes-là aussi, acheter à des collectionneurs de confiance. Il y a beaucoup de reproductions qui circulent. Alors parfois, les vendeurs les vendent comme des reproductions, évidemment. Donc dans ce cas-là, c'est précisé. Mais parfois, les gens ne le lisent pas. Donc avant d'acheter ce type de carte-là, pensez bien à vérifier. Regardez toutes les informations au dos, les inscriptions. Est-ce que les couleurs sont les mêmes? C'est dingue, hein. Alors ça, c'est un truc... Ça, c'est un truc que moi, je suis fan de cartes vintage DBZ, donc que je regarde, que je vois passer, dont je connais l'histoire depuis des années et des années et des années. Et là, j'ai enfin pu passer le pas, notamment parce que déjà, il y en a assez rarement qui pop. Il faut savoir que la plupart du temps, ces cartes-là, il faut les acheter au Japon. Donc quand tu les vois passer en France, c'est plutôt rare. Et surtout, quand elles passent, ça coûte une certaine somme. Et j'en ai vu passer plein et j'avais absolument pas les fonds ou les moyens de pouvoir craquer dessus. Mais grâce, encore une fois, à ce Black Label, vraiment ce Black Label qui a tout changé, ce Black Label qui du coup est une carte qui était tellement d'exception qu'il avait une grosse valeur financière, que j'ai pu trade contre le Gold Label, ça m'a permis du coup de récupérer ces cartes-là. Et la dernière, donc il me manquera du coup la 3 et la 4, mais j'ai la numéro 5 qui à mon sens est la plus belle. Avec les gros bouts qui dansent derrière Gotenks. Alors là, il y a tout, hein. La couleur, le pattern prisme derrière orangé, avec les bouts un peu roses, mais presque violets. Le Gotenks avec sa pose si emblématique, incroyable. Ça, c'est des cartes, je vous le dis, c'est un accomplissement. Je vous montre ces 4 cartes-là. Ce sont des cartes qui m'ont fait rêver depuis des années. Et je les ai enfin récupérées. C'est un vrai accomplissement. C'est un objectif de collectionneur. Et ça m'a fait vraiment quelque chose de les récupérer. Donc ouais, je suis très 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 content. Hâte de récupérer du coup les deux autres pour pouvoir vous les montrer. Donc la partie 3 et la partie 4. Et puis je continuerai à chasser aussi les hors-séries dans le meilleur état possible. Et il m'en manque encore quelques-unes. Donc voilà, je vous en montrerai d'autres dans de prochaines réceptions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire. Dites-moi vous aussi ce que vous collectionnez, quel TCG, quelle carte de collection. Est-ce que le Dragon Ball Vintage par exemple ça vous parle? Est-ce que vous êtes plutôt Magic, Flesh and Blood? Est-ce que Sensei Akayu ça vous intéresse? Voilà, moi je suis assez... je suis pas complétiste, c'est-à-dire que je cherche pas à tout avoir, je marche au coup de cœur et donc forcément j'ai des coups de cœur pour plein de licences différentes et ça me permet du coup de choisir mes priorités sans avoir besoin de tout récupérer. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!